Donc, Christine Delory-Momberger, bien prononcé Momberger, non pas Momberger, c'est allemand. Donc, je suis italo-franco-allemande. Voilà, déjà, il y a toute une vie qui est résumée en ces trois présentations. Je suis professeure en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Paris 13, Sorbonne Paris Nord s'appelle maintenant. Bon, alors, on va faire vite. Co-directrice d'un GIS, groupement d'intérêt scientifique, le sujet de la cité, Sorbonne Paris Nord, campus Condorcet. Donc c'est pour ça cette présentation là de Trait d'Union m'a beaucoup intéressée parce que c'est tout à fait ça aussi une partie que nous mettons en œuvre. Parmi les cofondateurs, on a voulu que ça soit pas juste des laboratoires des universités. Il y a tout comment dire, un éventail aussi d'universités internationales, puisque on travaille beaucoup à l'international. Je travaille beaucoup à l'international, étant moi-même ancrée dans l'international par mon parcours de vie, et aussi donc des associations. Voilà, donc on a réussi à faire passer ça. On a mis 2 ans avant que ça soit accepté, passer toutes les instances. Oui, mais des professionnels, et oui, justement des professionnels, voilà. Et donc on pourra reparler de tout ça. Je suis directrice aussi de la revue Le sujet dans la cité, que je vais remettre après à Mathilde, cadeau. Et là, avec ce numéro, Penser la recherche biographique en situation en dialogue, qui est justement l'histoire à la suite d'un colloque qui est justement scientifique, professionnel, acteur du territoire, etc. Tout ce qu'on a entendu, c'est vraiment l'objet de cette revue et comment nous travaillons. Et puis, un vocabulaire des histoires de vie, de la recherche biographique, donc, que je vous recommande fortement. Il y a toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Ça nous a demandé aussi beaucoup de travail. Voilà. Et c'est aussi Mathilde qui aura ces cadeaux-là, qu'elle partagera avec vous, bien sûr. Parce que... Alors, quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, bon, quel va être le public, etc. Et donc, j'aurais pu faire quelque chose de différent, mais c'était plus fort que moi. J'ai vraiment quelque chose qui me taraude par rapport, en tant que, on va dire, que chercheur, c'est-à-dire les modalités, les enjeux justement du recueil d'une parole de soi. Donc, je ne dis pas un récit de vie, je dis une parole de soi qui n'a cessé au fil des années de m'interroger. Alors, toutes les expériences que j'ai pu en faire au cours de très nombreux entretiens biographiques de toute nature que j'ai menés, m'en ont révélé la complexité et ont nourri ma réflexion. Et en fait, je veux dire aussi là-dedans, c'est un petit peu, excusez-moi l'expression, un coup de gueule hein, par rapport à justement entre l'écoute, la rencontre, le nouage de l'altérité à l'aune de la responsabilité. Voilà. Donc j'espère que je ne suis pas trop décalée. J'en ai parlé à Mathilde qui m'a encouragée. Si, a-t-elle dit. Bon, on va bien voir. Vous me ferez un retour. Bien sûr, les entretiens biographiques, c'est à la fois donc dans la recherche, mais j'ai fait aussi des livres avec 3 livres avec 3 photographes, parce que je suis aussi auteur-photographe, j'aurais dû le dire, ça, et cofondatrice de l'Observatoire des nouvelles écritures de la photographie documentaire. Mais à la fois, mon activité, on va dire, artistique de photographe est complètement en lien, je m'en suis rendu compte, avec et surtout la grande discussion qu'on a eue hier avec Mathilde. Décidément, Mathilde m'obsède, avec Valéria, qui m'a donné quelques insomnies, justement, parce qu'il y avait des points qui étaient vraiment touchés. Je suis en train déjà de dépasser mon temps de parole. Donc, et puis en voyant aussi d'autres chercheurs pratiquer ces fameux entretiens biographiques, que je me suis dit non, là, voilà, j'y vais. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'un entretien, je l'appelle que ça, biographique. Donc, je vous dis, je me situe vraiment en tant que dans la recherche. J'espère en effet que je ne serai pas trop décalée. C'est au cours de ces entretiens biographiques qui ne sont pas juste des recueils de paroles comme ça, qui sont des données, hein, comme disent beaucoup, surtout les sociologues,
euh, que se dessine et s'approfondit donc le contour de réalités vécues et de positionnement personnel et collectif. Mais l'entretien est organique et révèle avant tout et relève avant tout d'une affaire d'écoute, de rencontre et d'intersubjectivité entre des personnes qui sont réunies dans un rapport averti et éphémère de plus ou moins longue durée selon les situations. Il peut également être porteur d'effets hétérobiographiques, c'est-à-dire d'effets transformateurs de soi, tant du côté de celui qui mène l'entretien que de celui qui livre son récit. Ils ne sont pas anodins et ils doivent être pris en compte, en considération. Donc cette communication se propose d'aborder ces questions vives dans le champ de la recherche biographique. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai montré ça, en les examinant principalement dans le contexte de l'enquête biographique de terrain, que je connais bien, et sous l'angle d'un prendre soin en lien avec une éthique de la relation sensible et politique. Donc les termes d'enquêteur et d'enquêté que vous entendrez sont, je crois, facilement transportables, transposables, pardon, à vos situations ou à des situations professionnelles. Et il me semble que les interrogations rencontrées sont les mêmes puisque nous avons affaire, en tous les cas, à une relation d'écoute, de rencontre, d'altérité partagée avec des responsabilités qui nous incombent d'assumer. Donc, dans un premier temps, l'écoute que j'appelle une affaire sensible. Donc, savoir écouter est une qualité première, c'est une valeur qui s'apprend et se cultive. Jean-Philippe Pierron, auteur que je vous recommande aussi fortement, et absolument extraordinaire, dit que l'écoute relève d'un art de l'attention. C'est un geste, une création dans une coprésence d'un écoutant et d'un écouté, une disponibilité à l'accueil, un être là dans le soin de l'autre, une esthétique du tact. La recherche biographique, elle est attentive à la nature bien particulière, à ce que l'on appelle couramment dans les milieux de la recherche le terrain et le matériau de l'enquête, étant au fait que le chercheur ne peut y accéder que par les entrées que lui donnent les sujets dans les actes de biographisation auxquels il se livre, c'est-à-dire de mise en scène de ses expériences dans la narration qu'il construit dans un ici et maintenant de sa parole. Conduire des entretiens biographiques pour un chercheur en recherche biographique implique une attention à l'autre, un respect de sa parole, une vigilance à sa dignité, et cela implique un engagement relationnel, comme nous le dit Steve Prigent. Le chercheur ne vient pas récolter des données, comme on l'entend souvent dans le domaine de la recherche, n'ayant pas accès direct au terrain qu'il explore, il vient entendre une parole qu'un acteur accepte de lui adresser pour saisir la relation que ce dernier entretient avec le dit terrain. Comment il fait acte de ces processus de biographisation dans l'environnement qui est le sien et par là même comment il construit à son élaboration. Donc, c'est bien dans une institution mutuelle des sujets, des sociétés qui intéressent la recherche biographique et l'enquêteur a souci de mettre en place un cadre proposant les meilleures conditions à l'émergence de cette parole et d'instaurer un climat de confiance où chacun s'expérimente et s'ajuste au contact de l'autre dans une réciprocité de reconnaissance. On a beaucoup parlé avec raison de l'implication à la fois institutionnelle et personnelle du chercheur et de la manière dont elle vient infléchir, modifier l'interlocution et agir sur la parole de l'enquêté. Et là, référence à Edgar Morin. Euh, on a moins parlé de l'implication de l'enquêté, lequel peut se prêter ou apprêter ses propos aux attentes de l'enquêteur. On estime en recherche biographique que l'enquêté est mené à conduire son propre projet de recherche, puisqu'il lui est demandé explicitement ou implicitement de mettre en œuvre un travail d'enquête et de mise en forme sur lui-même, et la compréhension de ce travail de biographisation constitue l'objet propre du chercheur. L'entretien de recherche biographique
et met ainsi en place une double entreprise de recherche, un double espace heuristique, agissant l'un sur l'autre, celui de l'enquêté en position d'enquêteur de lui-même et celui du chercheur dont l'objet propre est de créer les conditions et de comprendre le travail de l'enquêté sur lui-même. La spécificité de cette double recherche comporte certains risques. Chacun, que ce soit enquêteur ou enquêté, peut se trouver affecté, ému, dans le sens étymologique de mise en mouvement, que rappelle Georges Didier Huberman, pouvant mener à un certain et heuristique retour sur soi-même, tout comme une déstabilisation pendant et dans le temps qui suivra l'entretien. Des paroles de l'enquêté viennent toucher des points d'intériorité de l'enquêteur et ouvrent par surprise des champs de compréhension de soi ou génèrent des bouleversements qui vont influer sur la poursuite de l'enquête. L'enquêté procède dans la narration de situations vécues à une reconfiguration d'expérience dans une parole adressée à l'enquêteur, mais aussi à soi-même. Ce récit peut s'avérer porteur d'émotions, particulièrement lorsqu'il s'agit de périodes difficiles marquées par des situations de vulnérabilité et de souffrance, des remises en question et d'interrogations existentielles. Toute dynamique relationnelle est empreinte d'un mouvement hétérobiographique. Il y a de soi en l'autre et de l'autre en soi. Et ce que j'entends, je le rapporte à moi-même, et ce que je dis, l'autre le rapporte à soi-même. Cette interaction subtile se produit dans la zone du sensible, entendue comme une zone de communication entre les êtres, en dehors de toute instrumentalisation et normalisation des rapports sociaux, dans un échange de ce qui leur échappe et les relie tout à la fois. Au su et souvent et beaucoup plus à l'insu des interlocuteurs en présence. Donc la recherche biographique reconnaît que le travail de biographisation à l'œuvre dans toute narration de soi, qu'elle se réalise en cercle intime, dans un contexte professionnel ou dans une situation de recherche, produit de manière différemment prononcée des effets de connaissance, éclairant de manière nouvelle des perceptions et des représentations de soi et de son environnement. Un point d'attention est donc à observer pour l'enquêteur dans tout entretien biographique, que ce soit à la fois dans ses effets chez l'enquêté et pour lui-même. Si l'enquêteur peut sortir transformé d'une enquête en fonction du processus de conscientisation ou de l'émergence de certains troubles qui l'amènent à devenir différent, il garde néanmoins sa, entre guillemets, supériorité, avec beaucoup de guillemets, hein, d'accord, de chercheurs. Et comme Prigent, que j'ai cité tout à l'heure, l'affirme et que je recite, les transformations qu'éprouve l'enquêteur peut tout à fait sérieusement faire partie de la démarche de production des traces. Il appelle ça les traces, lui. L'enquêté, lui, à la différence de l'enquêteur, rejoint son monde à l'issue de l'enquête, empreint de sentiments complexes qu'il n'est pas forcément facile pour lui de différencier ou de gérer. Une certaine inégalité, il faut le reconnaître, dans la situation enquêteur et enquêté doit être prise en compte, qui demande d'être considérée par le chercheur avec entendement et délicatesse. Écouter, c'est accueillir l'autre dans sa présence physique et mentale, lui offrir l'hospitalité en le respectant sans oublier une vigilance à soi-même, en tentant d'appréhender au mieux ses propres limites, ses failles et ses forces. La relation d'écoute demande de chercher ensemble le seuil viable d'un aller de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Écouter, c'est entendre et permettre à l'autre de s'entendre, d'être maître de ses paroles. C'est aussi accepter de faire don de son temps à l'autre sans prévaloir des résultats de son enquête. C'est oser vraiment rencontrer l'autre et, ce faisant, se rencontrer soi-même. Cela peut surprendre d'aborder la relation d'entretien par le biais de l'écoute, mais la posture du chercheur en recherche biographique
prend grand soin d'être un écoutant. Il laisse se déployer de la manière la plus large et la plus ouverte possible l'espace de la parole et des formes d'existence de la personne avec laquelle il s'entretient. Il est dans la présence de la rencontre, sans protocole directif ni questionnaire, seule une trame. Là, c'est dans l'entretien de recherche biographique là, dont je parle, seule une trame de 4 ou 5 items, on va le dire, en lien avec la problématisation de sa recherche, l'oriente. Et il ne posera ses questions que si la situation se présente, sans rien brusquer ni imposer. Ces questions sont avant tout des questions que l'enquêteur se pose à lui-même. Et si l'on suit cette logique, on sera souvent étonné de voir comment, justement, les questions que l'on se posait à soi-même seront soit naturellement abordées par l'enquêté au cours de l'interlocution. Prigent, le bien nommé, rend compte que, et je le cite parce que c'est vraiment incroyable ce qu'il écrit, un entretien est de bonne qualité lorsqu'il devient conversation, lorsque l'interlocuteur oriente l'ordre des sujets abordés, lorsque l'enquêteur en vient à simplement rebondir sur ce qui est dit et qu'il se rend compte que les questions qu'il se posait ont été abordées par son interlocuteur sans qu'il ait eu besoin de les exprimer. Et ça, j'en ai fait de nombreuses fois l'expérience. Donc, ce n'est pas que de la théorie. Donc là, on se retrouve l'ordre canonique et quasi ontologique de la question et de la réponse dans un entretien ne peut alors qu'être inversé. Le chercheur tente de suivre au plus près le narrateur dans une écoute attentive dans les sinuosités, les bifurcations, les ruptures et les détours de sa narration. Posons-nous ensemble la question. Qui est le véritable questionneur dans un entretien biographique? Celui qui parle et se raconte ou celui qui écoute et qui reçoit? Celui qui est à l'épreuve de son récit et à travers lui de ses formes d'existence, ou celui qui recueille les preuves de ce questionnement? Et qui est le véritable questionné? Celui qui, à travers son récit, met en œuvre l'herméneutique pratique de son existence, c'est-à-dire herméneutique dans le sens d'interprétation, ou celui qui cherche à entendre et à comprendre le travail de l'interprétation. Questionneur et questionné, chercheur et narrateur, enquêteur et enquêté se rejoignent dans la relation d'écoute et font œuvre commune d'une situation qui a son ancrage dans une relation issue d'une rencontre. Mais avant de continuer de m'intéresser justement à la question de la rencontre et à ses enjeux, j'aimerais ajouter que l'écoute continue au-delà de l'entretien lorsque l'enquêteur transcrit ou le biographe transcrit son contenu. C'est une seconde écoute, souvent plus fine, où ce qui n'avait pas été entendu pendant l'interlocution affleure, apporte des nuances, modifiant ainsi un premier sens accordé au récit ou confirmant une intuition perçue. C'est pourquoi il est important de transcrire soi-même un entretien et de ne pas le confier à un logiciel ou à une tierce personne qui fera le travail. Le temps consacré à la transcription prolonge l'écoute et la bonifie. En deuxième partie, donc, la fameuse rencontre, voilà, d'un nouage de l'altérité, c'est-à-dire une altérité partagée, à la notion de responsabilité envers l'autre. Il n'est d'entretien que de rencontre. Aller vers l'autre implique de la part du chercheur enquêteur une volonté de venir au contact de l'autre pour entendre sa parole en vue d'accéder à sa compréhension en lien avec son terrain. Le terme rencontre est significatif. Charles Pépin, donc un philosophe qu'on écoute, qu'on peut entendre à France Inter, Sous le soleil de Platon, s'appelle, rappelle dans son ouvrage sur la rencontre justement que ce mot vient du vieux français encontre, qui exprime, je le cite, le fait de heurter quelqu'un sur son chemin. Dans une version moderne, il renvoie un saisissement de deux subjectivités dans des circonstances particulières, prévues ou imprévues, donnant lieu à un avènement d'altérité. Concernant la situation d'un entretien, il s'agit de se tenir contre dans un face à l'autre, impliquant une certaine confrontation qui, lorsque l'interlocution n'est pas cadenassée par une grille d'entretien de type question-réponse,
peut ouvrir à une parole plus personnelle, apportant des éléments qui n'auraient jamais été communiqués dans un entretien directif ou semi-directif, mais aussi réservant éventuellement quelques surprises auxquelles il est bon de revenir. La rencontre est une expérience de l'autre avec soi et de soi avec l'autre. Les personnes s'éprouvent mutuellement dans cet entre. Elles cherchent leur en commun où chacun rencontre l'autre selon un temps, une scansion, une allure différente. Et dans cette rencontre, ces temps s'échangent. Là, c'est Jean-Luc Nancy qui le dit. C'est dans ce pouvoir créateur de l'autre que s'effectue écoute et nouage de l'altérité. La rencontre a lieu comme rencontre de deux êtres, corps et esprit. Le premier des dialogues qu'ils instaurent est un dialogue corporel, justement. Ce que je perçois de l'autre, c'est un comportement, une gestuelle, une manière d'agir. Et si je m'en saisis, c'est que ce comportement, cette gestuelle et cette manière d'agir, soit il aurait pu être les miens, soit je les ai rencontrés et je les associe à un sentiment positif ou à une sensation négative. C'est une étape déterminante de la rencontre entre enquêteur et enquêté, très rarement évoquée dans les sciences humaines et qui et qui influe sur la tenue de l'entretien. Malgré l'effort de toute une vie, nous restons toujours pour nous-mêmes une énigme et nous ne sommes pas forcément maîtres de nos sentiments. Une part de nous-mêmes nous échappe et à cet égard, nous sommes dans la même situation que dans notre rapport à autrui. Nous ne pouvons connaître avec certitude nos mouvements d'âme. Entrer en dialogue avec autrui demande de s'accepter soi-même, accepter la part de nous-mêmes qui ne peut être ni totalement connue, expliquée ou maîtrisée, et se tenir prêt à la reconnaître chez l'autre. Autrement dit, nos parts d'ombre. C'est dans ce cadre construit, avec ses règles explicites et implicites, de caractère formel ou informel, où chacun occupe une place définie, qu'il s'agit de construire. La confiance naît de l'ajustement de l'autre avec soi et de soi avec l'autre, en sachant que cette relation instaurée au fin d'une recherche sera éphémère. La confiance demande une disponibilité, un double mouvement d'accueil et de don, nourri d'une énergie relationnelle, mais c'est également une rencontre de force de vie en présence. C'est un élan vital vers l'extériorité qui représente l'autre, une élévation ontologique, je n'ai pas peur de le dire. C'est en cela aussi qu'elle comporte des risques et requiert attention et clairvoyance. Elle est faite de mots justes et de silence, de retenue, du lâcher-prise, de veille et d'élan. Il y a un prendre soin de l'autre avec soi et de soi avec l'autre, inhérent à la relation de recherche, et la rencontre induit de la responsabilité, celle dont Lévinas nous dit qu'elle est souci de l'autre, bienveillance et sollicitude parce que sa vulnérabilité m'oblige. Et là, j'avais barré un passage parce que je me dis, je dépasse le temps, mais je ne peux pas résister quand même à le dire parce que j'y ai beaucoup travaillé. Alors, l'entrée en présence de l'autre, comme l'appelle François Julien, sort l'individu d'une intériorité coïncidente, il appelle ça coïncidente, et le met face à cet autre lui apparaissant dans toute son étrangeté. François Julien parle, lui, du heurt vif de la rencontre et de son inouï. Autrui qui se présente à moi dépasse toujours l'idée que je peux m'en faire, et l'inouï est ce tréfonds que je perçois et pressens, cet insondable qui m'interroge, m'affecte ou me bouleverse et dont je vais tenter de m'approcher. Le rapport entre humains est sensible, visant avec proximité décente, affective ou rassurante. Il suit ses rythmes et ses conjonctures. François Julien pointe que la rencontre se situe dans un face-à-face frontal, une mise en regard, ce qu'il appelle un dé avec un tiret visagement, qui qui demande un dépassement de soi pour être supporté à preuve qu'on a tout fait de regarder ailleurs et de s'en détourner. Là, j'ai cité François Julien, parce que les yeux de l'autre ouvrent, et là, je continue à le citer, une fêlure dans son visage qui trouble et qui désempare. Ce moment me révèle sa vulnérabilité, mais me renvoie également à la mienne, et dans cette zone incertaine, empreinte d'affect et porteuse d'histoire, que se forge
la relation intersubjective. Lévinas euh, appelle à la responsabilité devant cet abîme que représente l'autre. Il enjoint de le respecter et de le protéger pour faire œuvre commune d'une humanité qui accepterait l'insondable de l'être. L'entretien de recherche biographique nourrit d'un, je cite Lévinas, désir d'autrui, autrui avec un grand A, conduit dans l'antre de la relation, rejoint ces injonctions. Il demande une déprise de soi, une clairvoyance et la conscience d'une responsabilité envers l'autre, empreinte d'une éthique donc sensible et politique. Et là maintenant, voilà, on a eu beaucoup de théories. J'espère qu'elle n'était pas trop aride, pardon. Et là maintenant, je vais vous évoquer un cas où tout ceci n'a pu être mis en œuvre, que j'ai appelé heure et malheur d'une recherche. Donc, c'est une situation de recherche que nous avons menée avec des patients atteints de maladies rares. Et si j'ai choisi de l'exposer, c'est en sa qualité de contre-exemple, parce que tout ce qui vient d'être dit n'a pas pu être respecté, faisant ainsi violence aux chercheurs et aux patients concernés. Il s'agissait donc d'une recherche participative financée par la Fondation des maladies rares et contractualisée par une convention entre l'AP-HP et le laboratoire de recherche Experis. Peut-être que j'en dis trop d'ailleurs en nommant tout ça, de l'université Sorbonne-Paris-d'Or, c'est-à-dire notre laboratoire. Le GIS n'existait pas à l'époque. Ah oui, elle m'a dit, Valéria, de dire c'est une recherche récente, hein. Ça ne remonte pas à 20 ans, hein, parce que la création du GIS est récente, 2022. Donc, cette recherche, enfin, voilà, alliant recherche médicale et sciences humaines et sociales. L'objectif annoncé était la mise en place d'une e-plateforme collaborative pour identifier et caractériser les handicaps de patients atteints de maladies auto-immunes rares, relevant de la thérapie cellulaire ou de biothérapie. Et pour rester dans l'esprit d'une recherche participative, nous avions demandé aux patients d'être des co-chercheurs, ce qu'ils avaient accepté avec enthousiasme en ayant compris ce que c'était. Donc, nous étions conscients d'être face à des personnes en situation de grande vulnérabilité. Et nous avons pris soin de chaque rencontre, toute l'équipe, quand nous étions à peu près 8, ne précipitant rien, prenant le soin de tisser dans une délicatesse, j'ose l'affirmer, une relation de confiance. Les patients se sentaient investis d'une mission. Leurs paroles témoignaient d'un parcours vécu d'errance thérapeutique souvent très long avant qu'un diagnostic ne soit posé. On a entendu là vraiment des histoires incroyables. Le souci d'apporter leur aide et soutien à travers cette e-plateforme que tout le monde pourrait consulter, qui accueillerait leur récit et serait en accès libre, devenait pour chacun un projet de vie, souvenant combien l'isolement subi avait été une souffrance, en plus donc de l'absence de diagnostic. C'était très compliqué de poser un diagnostic, vu les symptômes. Nous vivions donc des moments particulièrement intenses que nous avions rarement connus dans d'autres recherches, et nous en étions nourris tant pour cette recherche qu'au point de vue humain. Mais la relation de confiance établie au fil des rencontres a été brusquement mise à mal sous la pression de contraintes institutionnelles provenant de l'instance médicale, sur laquelle l'équipe en sciences humaines n'a pu avoir d'emprise. Un mal-être sur fond de désaccord tacite entre les parties s'est peu à peu instauré. Aucune restitution ne pouvait être faite aux patients, alors qu'ils étaient des co-chercheurs, hein, vous l'avez entendu. Aucun partage de résultats ne pouvait être effectué sans la fameuse publication préliminaire dans une revue médicale internationalement reconnue d'un article dénommé Princeps, le fameux article Princeps, dans une bassiné. Mais le fait qu'il s'agissait d'une recherche participative, le partage de nos avancées aux patients restait lettre morte, nous devions accepter. Et nous ne nous sentions plus en phase avec le cadre épistémologique que nous avions posé publiquement. Donc ça, c'était une première étape. Mais il y en a eu une deuxième, encore pire. D'abord, une parution a finalement vu le jour quelques années plus tard
sous la forme, enfin j'exagère d'ailleurs quelques années plus tard, enfin plus tard, ouais, je suis en colère, vous avez bien compris, sous la forme d'un chapitre dans un ouvrage collectif traitant des maladies chroniques dans la perspective des sciences humaines, mais il était pour nous, chercheurs et patients, trop tard. Rien ne pouvait plus être réparé, je le dis vraiment. Nous avions beaucoup reçu de la part des patients, beaucoup appris, et cette recherche nous avait transformés. Nous ne voyions plus le monde comme avant. Nous avions partagé leurs souffrances et leurs espoirs, accueilli leur confiance, et que nous leur avions, nous, donné en retour. Empêchés par un protocole dont nous distancions, nous n'avons pu honorer la réciprocité et la promesse annoncée au début de la recherche qu'ils seraient les co-chercheurs participant au même titre que nous à l'ensemble de la recherche. Elle n'a pas été tenue. En plus, la e-plateforme n'a jamais vu le jour. Vers la fin de cette recherche, et c'est ça la dernière et finale étape, une nouvelle situation est venue s'agréger et a accentué le malaise lorsqu'il nous a fallu soumettre les patients à la question. Voilà, c'est moi qui mets ça. Soumettre les patients à la question. À l'être d'une grille nommée la grille de Rosenberg, que certains doivent connaître, mais qui était parfaitement inappropriée pour voir avec eux comment ils mesuraient leur, écoutez bien, estime de soi, alors qu'ils avaient besoin de toute leur force physique et mentale pour supporter un traitement médical lourd pendant leur période d'hospitalisation et lutter contre la maladie. Oui, ces thérapies dont je vous ai parlé, c'était toujours dans des retours à l'hôpital et dans un isolement complet. La grille, écoutez bien, comportait des items comme, je vous cite, « Je pense que je suis une personne de valeur, au moins égale à n'importe qui d'autre. » Ou bien, tout bien considéré, je suis portée à me considérer comme un raté. Ou bien, je me sens peu de raison d'être fière de moi. Ou bien, j'aimerais avoir plus de respect pour moi-même. Ou bien, parfois, je me sens particulièrement inutile. Vous comprenez qu'elles ont été ressenties. Et j'ai la chair de poule encore, vous voyez, comment particulièrement violent, faisant disparaître d'autres items qui étaient plus valorisants, comme j'ai une attitude positive de moi-même, ou bien dans l'ensemble, je suis satisfait de moi. Notre désaccord et notre malaise à devoir porter à la connaissance des patients cette grille pour la renseigner, on était obligé. Enfin, voilà. Et encore, on l'avait simplifié en douce, en douce. L'incompréhension et parfois même le désarroi qu'elle rencontrait a entamé le lien de confiance et a terni vraiment le plaisir mutuel que nous avions à nous retrouver, alors que ceux-ci, justement, participaient justement à leur estime de soi. C'est ce qui avait été mis en place, qui participait, et le projet de cette fameuse e-plateforme où leur parcours serait, était parlé et pouvait servir à d'autres. Hein, voilà, donc, comme il disait, ça va servir à d'autres. Qu'est-ce qu'on a entendu ça? Nous nous sommes retrouvés démunis et honteux, et à ce jour, on n'a pas pu en effacer le souvenir. Voilà.